Après Lyon, après Lille, après Paris, après Poitiers, Bordeaux, nous accueillons le professeur Courtet, qui est professeur de psychiatrie au CHU de Montpellier. Et donc, il va nous présenter quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement, parce que c'est une expérience qu'il a menée aux urgences et qui s'appelle Restart. Monsieur Courtet, c'est quand vous voulez. Merci beaucoup. Bonjour, merci à tous de votre présence. Merci beaucoup, Docteur Berger, votre invitation. Très honoré, un grand plaisir. Bravo pour le programme de cette très belle réunion et pour le choix du lieu qui est impressionnant. Et merci de m'avoir sollicité pour aborder cette question. Alors bon, c'est très modestement, je dirais quelques mots d'une expérimentation que l'on conduit depuis un peu moins d'1 an aux urgences, qui vise à compléter les dispositifs de soins auprès des patients en crise suicidaire et des patients suicidants, avec un accompagnement intensif, et donc on a appelé Restart. Mais donc je ne vais pas présenter des très belles données scientifiques comme on vous en a montré juste avant sur ça. On va évaluer notre dispositif, mais un peu plus tard. Mais c'est simplement que c'est l'occasion, peut-être pour rebondir sur les différentes présentations qui ont pu être données et ce qui a été abordé dans les communications précédentes, la nécessité, l'enjeu pour nous d'essayer d'intégrer les soins pour ces patients à haut risque suicidaire, et ceci dès les urgences. Et ce sera finalement mon plaidoyer. Alors je vais quand même partir des présentations précédentes du professeur Tournier et professeur Joland sur la question de la prévention. La principale stratégie de prévention du suicide est habituellement considérée comme étant le traitement de la dépression. Effectivement, la majorité des patients qui suicident souffrent de dépression, et donc on peut imaginer que si on traite la dépression, on va réduire le risque suicidaire. Ici, une étude d'une cohorte de patients déprimés suicidaires, donc avec une dépression modérée à sévère et des idées de suicide actives, que l'on a suivi, inclus dans notre service, et qu'on a suivi pendant 1 année, et qui montre que les patients déprimés suicidaires ont un risque doublé au cours de l'année de tentatives de suicide à gauche et d'événements suicidaires, c'est-à-dire tentatives de suicide ou admission aux urgences pour un risque suicidaire. Globalement, on avait 17% des patients avec dépression, avec idée de suicide, qui faisaient une tentative de suicide dans l'année, et près d'un tiers qui visitaient les urgences pour un risque suicidaire. Donc, une problématique dans la dépression suicidaire. Comment faut-il faire? Et effectivement, les revues de la littérature, les recommandations internationales nous disent qu'une des stratégies médicales fondées sur les preuves consiste à traiter la dépression, et que c'est comme ça que l'on va pouvoir lutter contre le suicide. Pour plein de raisons, notamment celles indiquées précédemment par Marie Tournier, la potentielle augmentation chez certains patients du risque suicidaire, et pour d'autres, sur lesquels je reviendrai, on peut quand même noter ce statement de l'American Psychiatric Association qui nous dit que finalement les preuves en faveur d'une réduction des taux de suicide liés à l'usage d'antidépresseurs ne sont pas vraiment concluantes. Et en effet, Kessler avait publié un énorme papier dans le JAMA il y a plusieurs années qui montrait que la réduction des taux de suicide observés dans les différents pays, bon, il se trouve qu'aux États-Unis, elle réaugmente depuis quelque temps, mais la réduction des taux de suicide observés n'avait rien à voir avec l'explosion des prescriptions d'antidépresseurs. Il n'y avait pas de lien entre l'un et l'autre finalement. Donc, il est probablement légitime de traiter la dépression chez les patients déprimés, mais ça sera loin d'être suffisant pour la prévention du suicide. Et ça nous a conduit à nous interroger sur la question de la dépression suicidaire. Est-ce que finalement, au sein de l'hétérogénéité des tableaux dépressifs, il n'y aurait pas un tableau plus spécifique de dépression suicidaire, comme on a pu l'identifier pour la dépression anxieuse, par exemple, qui a donné lieu aux spécifications pour l'anxiété dans le DSM. Est-ce que les patients qui souffrent de dépression suicidaire ne seraient pas différents des patients qui souffrent de dépression non suicidaire, pas simplement sur la présence d'idées de suicide?
Et on a utilisé 2 grandes cohortes de patients déprimés en ambulatoire en France, de 3 000 et 4 000 sujets presque, et qui ont été suivis pendant 6 semaines après l'instauration du traitement antidépresseur. Et pour aller rapidement, on observe des différences cliniques entre ces 2 groupes, mais surtout, à 6 semaines, on se rend compte que les patients qui présentent des dépressions avec des idées de suicide sévères ont des outcomes qui sont un plus mauvais pronostic sur 3 aspects. Ils ont des taux plus faibles de rémission de leur dépression, ils présentent une persistance des idées de suicide sévères plus élevée et ils ont un risque de tentative de suicide augmenté qui est triplé au cours de simplement 6 semaines de suivi. Et alors qu'il y a un risque suicidaire augmenté chez les dépressions suicidaires, d'accord, mais même à très court terme, 6 semaines. Mais plus intéressant, ce sont les taux de rémission de la dépression qui sont plus faibles chez ces sujets-là. Et ceci complète d'autres données, notamment de Maurizio Pompili en Italie, qui avait déjà pu montrer que des patients déprimés avec des histoires de TS ou des idées de suicide répondaient moins bien aux antidépresseurs que des patients déprimés sans idée ou sans alternative de suicide, ce qu'on avait trouvé également dans une autre étude. Et finalement, ça, c'est pas complètement stupide de se dire ça, parce que je vous rappelle que, d'abord, il existe une biologie des conduites suicidaires, dont on peut imaginer qu'elle peut interagir avec les mécanismes d'action des antidépresseurs. Et puis, il faut se souvenir que dans les essais sur le développement des antidépresseurs contre placebo dans la dépression, les patients suicidaires sont régulièrement exclus de ces études. Donc comment s'attendre à ce qu'un traitement marche chez quelqu'un chez qui il n'a jamais été testé? Il se trouve que donc il est possible que les patients les plus à risque de suicide répondent plutôt moins bien pour les antidépresseurs. Et ça justifie les propositions thérapeutiques qui ont été abordées précédemment. Effectivement, l'adjonction de lithium a été démontrée comme étant efficace, y compris sur les idées de suicide à court terme. L'adjonction d'antipsychotiques atypiques. Finalement, on a des stratégies thérapeutiques dans les dépressions suicidaires, il y a peu de données, mais qui semblent aller dans le sens de ce qu'on fait pour la dépression résistante. Combinaison antidépresseur avec du lithium, avec un antipsychotique, ou bien ce qui a été présenté précédemment sur l'intérêt de la kétamine. Alors, j'aime bien montrer cette étude finlandaise, une très belle étude de cohorte de patients déprimés suivis 5 ans, qui nous illustre le fait que traiter la dépression, ça ne sera pas suffisant. Les principaux facteurs de risque de tentative de suicide dans cette cohorte de sujets déprimés étaient d'un côté la dépression, indépendamment la vulnérabilité suicidaire, illustrée ici par les antécédents de tentative de suicide, l'âge, ok, et indépendamment l'absence de soutien social et la déconnexion sociale d'une façon générale. Donc il faut aller certainement beaucoup plus loin, on le sait tous ici, pour prévenir les conduites suicidaires chez les patients déprimés. Aborder la question de la dépression sera loin d'être suffisant. Et pour dire un mot d'un sujet qui nous intéresse beaucoup dans l'équipe, sur lequel on travaille sur le plan clinique de l'imagerie, qui intéresse également beaucoup le professeur Joland, qui est la question des stress sociaux, de l'exclusion sociale, de l'exclusion sociale comme un facteur de vulnérabilité suicidaire. Et c'est un sujet qui paraît également extrêmement important pour la prise en charge de nos patients. Et pour l'illustrer, simplement, les données d'une étude qu'on a réalisée dans l'équipe, en profitant des conditions quasi expérimentales de la survenue de cette pandémie, où on a fait comme de très nombreuses autres équipes, on a voulu savoir quel était le retentissement psychologique du confinement, quand on a tous été choqués par la survenue du premier confinement, chez des patients. Alors ici, on n'a pas voulu interroger en ligne, on a interrogé en ligne, puisqu'on était confinés, mais on a voulu interroger en ligne des patients qu'on avait au préalable bien caractérisés, donc une population de sujets qui avaient des antécédents de dépression qu'on avait caractérisés dans des études antérieures, et également des sujets sains. Et bon, il se trouve que cette pandémie a duré, donc on a continué à évaluer ces sujets, confinement, déconfinement, reconfinement, redéconfinement, etc. Vous connaissez la litanie. Et simplement, bon, ce tableau qui n'est pas très lisible, au cours de ces différents temps, on observe que les idées de suicide qui étaient augmentées uniquement dans le groupe de sujets qui avaient des antécédents de dépression, pas chez les sujets sains,
les sujets sains sont restés indemnes d'idées de suicide pendant ces périodes de la pandémie. Mais au cours de ces différentes périodes, on a observé que les idées de suicide étaient particulièrement associées avec le sentiment de solitude et aux différents temps, confinement, déconfinement, reconfinement et tout ça. La solitude était un des facteurs prédicteurs de la survenue des idées de suicide chez les patients et, contrairement, l'existence d'un soutien social était un facteur protecteur vis-à-vis de l'apparition des idées de suicide. Bon, tout ça pour dire que depuis Durkheim, il y a beaucoup de travaux qui suggèrent que la connexion sociale ou l'intégration sociale protège vis-à-vis des conduites suicidaires et, à l'inverse, que le manque de connexion sociale ou de soutien social est un facteur de risque de conduite suicidaire et déjà d'idées de suicide. Alors, bon, on a pas mal, je vous le disais, dans l'équipe et d'autres travaillé sur cette question de la sensibilité à l'action sociale chez les patients présentant une vulnérabilité suicidaire et comme Fabrice Jolland l'abordait précédemment dans sa présentation, la douleur psychologique est un élément central. On sait depuis Schneidman qui suggérait que la douleur psychologique, la psyché, soit déterminant dans la survenue, soit nécessaire à la survenue d'un acte suicidaire. Et de nombreuses études ont pu démontrer que les sujets qui présentent des idées de suicide ou qui ont fait des tentatives de suicide présentent des niveaux de douleur psychologique plus élevés que des sujets non suicidants ou sans idéation de suicide. On a répliqué une étude ancienne dans une nouvelle population dans le service. Une étude récemment publiée de Pompili sur une très grande cohorte italienne montre qu'un des prédicteurs de tentatives de suicide récentes est la douleur psychologique intense. Et dans une étude de suivi de près de 400 patients avec un trouble de l'humeur dans le service, on a pu montrer que l'existence d'une douleur psychologique était un facteur prédictif d'une tentative de suicide et d'un événement suicidaire au cours de l'année. Donc ce qui vraiment plaide en faveur de l'évaluation de la douleur psychologique comme un facteur très associé au risque de suicide indépendamment de la sévérité de la dépression, un marqueur de risque suicidaire qui est peut-être, c'est une hypothèse que l'on peut formuler, plus facile à évaluer que les idées de suicide. On sait que beaucoup de patients refusent d'avancer, d'avouer, entre guillemets, leurs idées de suicide. Et la douleur psychologique pourrait être un facteur prédictif d'un nouvel événement suicidaire. Et ça a été abordé avant, la douleur psychologique pourrait être une des cibles de la réponse à la kétamine. Alors un autre élément qui est intéressant et qui est suggéré par cette étude de Caseda, c'est que dans le risque suicidaire, on est tous d'accord que c'est urgent, mais à quel point est-ce que c'est urgent? Et ces graphes, alors qu'on ne voit pas les échelles de temps, dans ces graphes, Caseda a demandé à des patients qui avaient fait une tentative de suicide combien de temps entre l'apparition des premières idées de suicide et la décision de passer à l'acte, et combien de temps entre la décision de passer à l'acte et la tentative de suicide. On voit une certaine hétérogénéité, mais pour dire quand même que 40% des sujets passent à l'acte dans les 5 minutes après, moins de 5 minutes après qu'ils aient pris cette décision de passer à l'acte. Donc on est franchement dans une urgence, et pour la moitié des patients, dans une extrême urgence. Et évidemment, ceci doit probablement influencer nos prises en charge. Alors, ça a été abordé tout au long de cette réunion, et vraiment, je voulais insister sur cet aspect-là. On arrive probablement au début d'une nouvelle ère avec un développement, ce qui est à souligner, le développement de différentes stratégies qui montrent une efficacité dans la prévention des conduites suicidaires. Je vous montrais tout à l'heure ce graphe, les stratégies qui ont démontré une efficacité dans la prévention du suicide. Jusqu'en 2016, c'était le traitement de la dépression et la continuité des soins, sur laquelle je reviendrai. On a déjà vu précédemment, et tout au long de cette journée et de ces journées, qu'il existe d'autres stratégies qui ont désormais démontré leur efficacité. Et donc, c'est une vraie question qui se pose à nous maintenant. Comment intégrer, ça a été discuté dans la présentation de Fabrice Jolland, comment intégrer ces différentes stratégies pharmacologiques, psychothérapiques, psychosociales, pour essayer, le plus rapidement possible, compte tenu de cette échelle de temps, comment intégrer ces stratégies pour essayer d'être efficaces. Donc je ne reviens pas sur la question de la kétamine qui a été abordée, la S-kétamine qui pour l'instant est décevante, n'apporte pas de données d'efficacité sur les idées de suicide. Alors,
Un autre enjeu, je pense que tout le monde est au clair là-dessus, mais ça vaut peut-être la peine de rappeler qu'il est estimé qu'au moins un tiers des personnes qui se suicident avaient eu un contact avec les soins dans la semaine précédant leur mort par suicide. Et le contact avec les soins, c'est avec le médecin traitant, et pour beaucoup, pour la majorité, avec un service d'urgence. Et la moitié de ces sujets morts par suicide avaient eu un contact dans le mois précédent. Or, on le sait, et on a certainement beaucoup de difficultés à agir là-dessus, les patients à risque suicidaire sont extrêmement difficiles à prendre en charge. Les taux d'attrition dans les suivis de cohorte sont extrêmement difficiles. On sait très bien que ces patients, quand on cherche à les revoir en consultation, la moitié ne vient pas. Donc finalement, la moitié des sujets qui sont vus dans les services d'urgence avec un risque suicidaire ne va pas recevoir, dans les semaines qui suivent, un traitement adéquat dont on pourrait espérer qu'il prévienne les urgences. Et donc, l'idée est, ne faut-il pas agir, enfin, ma proposition plutôt serait qu'il faut agir dès les urgences pour instaurer des stratégies de soins aux urgences, c'est-à-dire que les urgences, et c'est une grande difficulté à laquelle on va faire face, on fait face, surtout avec le collapsus actuel du système de santé, mais comment, dès les urgences, changer un service d'urgence en triage, on hospitalise pas, contrainte, pas contrainte, et puis en sachant que la majorité des patients à risque suicidaire retournent à domicile et ne va pas bénéficier d'un traitement ou d'une prise en charge globalement efficace. Comment pouvoir instaurer, dès la visite aux urgences, en fait, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ces patients, on a la chance de les rencontrer aux urgences une fois. Il faut saisir cette occasion, cette rencontre, pour installer des stratégies de soins, de prévention du suicide. Il sera trop tard si simplement on trie et retour à domicile. Et pour cette nécessité impérative d'agir ici et maintenant, sans tarder, elle justifie bien entendu la mise en place de vigilance et des recontacts téléphoniques, et puis celle du 3114 pour que les personnes en souffrance psychologique et à risque suicidaire, en crise suicidaire, puissent faire un appel lors de l'existence de leur crise suicidaire sans aucun délai. On peut en effet, d'abord parce qu'on observe que la majorité des sujets avec des idées de suicide ou des tentatives de suicide ne sont pas dans le système de soins, ne sont pas en soins, en tout cas pour leur pathologie et leur risque suicidaire. Et on peut peut-être l'attribuer au fait que ces patients, s'ils passent à l'acte, c'est qu'ils n'ont pas les capacités, les ressources lors de leur crise suicidaire à élaborer une demande d'aide et à verbaliser une demande d'aide, probablement du fait de la douleur psychologique, peut-être également du fait de l'anédonie et peut-être pour encore d'autres raisons. Alors, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Si on considère qu'il faut agir ici et maintenant, cette méta-analyse publiée il y a 2 ans est une méta-analyse qui montre que les interventions brèves immédiates, dès le service d'urgence, les interventions de prévention du suicide immédiates montrent une efficacité, méta-analyse de 14 études qui portent sur plus de 4000 sujets et qui nous montrent que cette intervention brève immédiate est efficace pour diminuer le risque de tentative de suicide ultérieure, pour améliorer le lien dans la continuité des soins, et par contre sans effet sur la dépression. C'est intéressant. Donc il y a des stratégies qui pourraient être efficaces pour traiter la dépression chez ces sujets. Et puis il y a des stratégies qui sont efficaces et qui sont à ce moment-là psychosociales pour améliorer la continuité des soins et prévenir la survenue de nouvelles conduites suicidaires. Et donc, tout ceci nous a fait réfléchir pendant cette période hautement difficile dans les services d'urgence, avec une augmentation considérable de la fréquentation des services d'urgence pour crise suicidaire. Finalement, l'urgence psychiatrique la plus fréquente, c'était déjà le cas avant le Covid, c'est la dépression suicidaire. Et depuis le Covid, on a vu, il y a beaucoup de données qui nous montrent que ceci augmente considérablement, notamment chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes. Donc la prise en charge dès les urgences des crises suicidaires s'impose, et encore une fois, la prise en charge qui doit
je pense, conduire à l'installation de stratégies thérapeutiques. Donc on a voulu créer cette expérimentation avec une équipe paramédicale, j'y reviendrai, pour commencer à prendre en charge les patients dès les urgences, donc après le tri, hospitalisation, et puis ceux qui ne sont pas hospitalisés, qui sont la majorité, eh bien on les prend en charge avec un objectif, donc évidemment la prévention des conduites suicidaires, essayer d'optimiser la prise en charge, c'est-à-dire moins bâcler la prise en charge qu'on peut le faire quand on est soumis à l'urgence de l'urgence, développer des stratégies d'accompagnement intensif et bien sûr de recontact, coordonner les soins avec après les urgences. On sait bien tous que ça ne marche pas. Prenez rendez-vous en sortant, même si on donne le numéro de téléphone d'un psychiatre libéral ou du CMP, ça ne marche pas. Et puis, lutter contre l'isolement, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup, et je montrerai quelques éléments qui suggèrent qu'il est important de développer des stratégies de lutte contre l'isolement social. Donc le principe, tous les patients que l'on voit dans le service d'urgence à Montpellier, donc on est des urgences au sein du CHU, les urgences psychiatriques sont au sein du SAU, tous les patients en crise suicidaire ou après une tentative de suicide sont inclus dans le dispositif, qui est un programme ambulatoire que l'on cherche à être le plus personnalisé possible sur prescription médicale et qui se base sur une équipe pluridisciplinaire et, on l'espère, développer davantage le travail en réseau avec l'extérieur de l'hôpital. Donc l'enjeu, c'est quoi? C'est se dire qu'il existe désormais de plus en plus de stratégies fondées sur des preuves qui sont disponibles. On a changé d'époque. Que l'on doit pouvoir utiliser les outils de la santé connectée, que l'on utilise tous toute la journée. Est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser également pour rester en contact et intervenir quand les patients à haut risque sont en crise suicidaire et qu'ils sont dans leur milieu naturel et qu'ils ne sont pas en face de nous en consultation? Et puis, essayer de développer une approche personnalisée de soins intensifs. Donc, 3 grands enjeux qui sont établir l'alliance, parce que faire du tri et renvoyer un patient à domicile en lui conseillant fortement d'être suivi, ça ne marche pas. Donc, dès les urgences, établir une alliance avec le patient, ce qui nécessite énormément d'efforts de la part de l'équipe, une prise en charge donc fondée sur les preuves et des soins personnalisés avec un gros focus sur la prescription sociale, probablement parce qu'on a pensé à ce projet en plein dans la pandémie, où on était choqué de voir que les étudiants à Montpellier, grande ville de France, 5e ou 6e puissance économique du monde, étaient renvoyés à la soupe populaire. Donc on se dit qu'on pourrait déjà commencer. Alors, traiter la dépression, c'est bien, les vulnérabilités suicidaires, c'est bien, l'estime de soi, etc. Mais peut-être faut-il également ne pas négliger les besoins sociaux fondamentaux qui, semble-t-il, ont manqué à une grande partie de la population, enfin une partie de la population. Donc l'idée, c'est vraiment essayer de changer la construction des urgences et l'organisation des urgences. Alors tout ça, ce sont des évidences, détection, évaluation continue du risque. Mais pour dire que désormais, dans le service d'urgence, où on a des psychiatres seniors, des internes, et puis bien entendu des infirmiers, l'évaluation spécifique suicidologique est devenue l'élément central de la pratique d'évaluation des sujets. C'est-à-dire que les urgences psychiatriques, il faut avoir conscience que ce ne sont pas en général des patients agités, maniaques ou en déconvention psychotique, ce sont avant tout ce sont le plus souvent des patients en crise suicidaire, et donc la question de la suicidologie est devenue pour nous au premier plan, et donc ce qui change bien entendu des pratiques chez les médecins, qu'il faut faire accepter aux médecins seniors, aux internes, l'évaluation du risque suicidaire, de tous les facteurs associés est capitale. Déployer des efforts pour un engagement réel, c'est ce que j'appelais l'alliance, et c'est pour ça que on a créé donc ce dispositif avec une équipe paramédicale, 3 infirmières qui, une fois que le psychiatre a évalué le patient, a décidé retour à domicile, il est amené dans le bureau de cette infirmière qui va s'occuper de ce dispositif Restart, et l'infirmière va réaliser un premier entretien qui va être un premier entretien qui va durer à peu près 1 heure, avec comme objectif de développer, de créer une alliance coûte que coûte avec le patient, d'établir également, et c'est peut-être un peu lié d'ailleurs, un plan de sécurité sur lequel je ne vais pas m'étendre puisque
C'est l'objet de la présentation suivante. Proposer des interventions evidence-based, par exemple, vigilance est déployée sur l'ensemble du territoire. On fait vigilance depuis extrêmement longtemps et Guillaume Beva a dû en parler hier. J'ai malheureusement pas pu à sa présentation. Les taux de pénétrance, comme il dit, de vigilance ne sont pas de 100%. Pourtant, dans le service à Montpellier, on a commencé à faire vigilance en 2015, je crois. Enfin, on était dans les premiers à expérimenter le dispositif et on est toujours loin des 100%. Tous les patients suicidants que l'on voit ne sont pas inclus dans vigilance. Eh bien, il faut que tous les patients suicidants soient inclus dans vigilance. Quand on a un dispositif de prévention efficace à disposition, on ne peut pas ne pas l'utiliser. Évidemment, si on évalue les patients, si on va chercher à les recontacter, à les revoir, je vais y revenir, il faut évidemment être disponible pour un soutien dans les périodes à plus haut risque et pouvoir intervenir en temps réel. Et puis, déployer des actions adaptées aux besoins. Encore une fois, les urgences, ce n'est pas juste du tri. Si le patient présente un trouble psychiatrique sévère, bipolaire, schizophrénie, dépression résistante, eh bien, on l'adresse à des équipes comme les centres experts ou des centres de recours pour ce type de pathologie. S'il présente des problèmes addictifs au premier plan, on essaye de le mettre en contact d'emblée avec les équipes d'addictologie. Et puis, de la même façon, si l'isolement social et la solitude sont des événements, des besoins sociaux non assouvis majeurs, d'emblée, on va penser à comment essayer de construire un relais avec des équipes du champ social, certes, mais des équipes qui pourront, à l'extérieur, prendre en charge ces patients. Alors, un graphe qui a l'air assez compliqué, un peu bourre, mais c'est beaucoup plus simple. Tous les patients donc, en urgence suicidaire, enfin, vus aux urgences, et qui ne vont pas être hospitalisés, on a la chance d'avoir dans le service une unité de post-urgence, de crise, durée de séjour DMS d'une semaine, donc pour ce type de patients. Donc on peut déjà absorber, je vais vous montrer, un grand nombre de ces patients. Pour ceux qui retournent à domicile, à la sortie, d'emblée, ce premier entretien avec une de nos infirmières pour développer l'alliance, pour inclure le patient en vigilance si c'est un suicidant et pour réaliser un safety plan et ensuite programmer ce suivi intensif à court terme. Alors notre objectif, quand on a élaboré le projet, était de partir sur 12 semaines maximales. C'est-à-dire l'idée n'est évidemment pas de se substituer aux soins psychiatriques en général. Il n'y a pas de raison et on n'y arriverait pas. Mais d'accompagner ces patients pendant 12 semaines avant qu'un relais effectif ne soit établi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai passage de relais, pas juste un numéro de téléphone qui soit fourni pour prendre rendez-vous, mais on s'assure que le patient est allé au rendez-vous et on a un feedback de la part de l'équipe qui a reçu le patient et du patient lui-même, que tout se passe bien et que le suivi sera poursuivi. Donc on partait sur 12 semaines. Le patient est vu donc d'emblée aux urgences avant de sortir. On lui propose, enfin on programme une première consultation à J3 après la sortie, ce qui fait partie des recommandations internationales de suivi des patients suicidants. On doit revoir ce patient. Il est recommandé de revoir ces patients à J3, donc c'est ce qu'on fait. Un papier récent d'Houghton dans Lancet Psychiatry qui également fait le point là-dessus. Une consultation médicale qui a lieu dans la première semaine avec un psychiatre donc du département, du service. Et ensuite d'autres propositions de suivi qui vont s'échelonner de l'équipe infirmière qui va revoir ces patients régulièrement en consultation pour assurer ce suivi intensif pendant plusieurs semaines. On a pensé également à un case manager pour faire le lien justement dans ce problème, cet écueil majeur dans la prise en charge des patients suicidaires qui est la continuité des soins et comment un case manager peut justement faire mettre de l'huile dans les rouages. Donc une équipe, donc on a ouvert officiellement il y a un an en réalité progressivement, 4 infirmières, un case manager, une assistante sociale qui est à mi-temps, un temps de secrétaire médical. Le dispositif, il est 7 jours sur 7, donc week-end compris, mais uniquement de 8h à 19h. Et donc une équipe essentiellement paramédicale qui agit et qui est d'un enthousiasme revigorant quand on a tendance face aux directions d'hôpital à vouloir tout laisser tomber. Grâce à cette équipe et à son enthousiasme, on continue. Et il est assez fascinant de voir qu'un an après, ces jeunes infirmières sont toujours aussi enthousiastes alors qu'elles prennent en charge des patients extrêmement difficiles, comme vous le savez.
et évidemment une supervision par un médecin, j'ai fait ça pendant quelques temps, hebdomadaire, et la cadre, pour revenir, avec une idée qui serait, essayons de faire des RCP, comme ça se fait dans certaines disciplines médicales. On reprend le cas du patient. De quoi ce patient a-t-il besoin? Qu'est-ce qu'on fait? Notre suivi intensif, le relais, vers où on envoie le patient? Donc on est vraiment dans essayer de créer de l'organisation des soins dès les urgences pour ces patients à haut risque et qui souffrent d'un panel important de difficultés. Donc très rapidement, on va essayer de faire de la science prochainement à partir de ce qu'on a fait. Simplement un bilan d'activité jusqu'au 31 juillet dernier, donc 2600 patients qui ont été vus aux urgences pour des idées ou bien une TS. Donc un quart sont hospitalisés essentiellement dans l'unité de crise dont on dispose, enfin unité de crise, unité de court séjour. Un quart n'ont pas été inclus dans le dispositif parce qu'ils ne sont pas venus entre 8h et 19h, qui est l'heure de présence du dispositif, donc ce qui pose des questions. Un cinquième n'avait pas été inclus parce qu'au départ, on s'est dit on ne va pas absorber tous les patients, d'autant que l'équipe s'est constituée progressivement. Et les patients qui sont déjà suivis par un psychiatre, on va leur laisser la possibilité de revenir voir leur psychiatre. Et puis finalement, progressivement, on s'est dit mais on va quand même essayer de les voir parce que peut-être que le rendez-vous avec le psychiatre il est dans 3 mois. Que si le patient il est en crise maintenant, on va quand même essayer de lui fournir cet accompagnement qui va s'ajouter en attendant la reprise du suivi. Donc on a au total inclus 450 patients, donc 17% des 2600. La moitié avait fait une TS, l'autre moitié était là en crise suicidaire, avec la moitié de ces patients qui étaient en crise suicidaire avec des antécédents de TS, donc peut-être qui identifient un risque assez élevé, et près de la moitié avaient moins de 26 ans. Un dispositif donc essentiellement paramédical, des infirmières qui en général ont revu les patients à 3 ou 4 reprises, donc c'est une moyenne, en sachant qu'il y a un certain nombre de patients qui n'ont pas adhéré, qui ne sont pas revenus au-delà de la première consultation, je vais le montrer, mais donc en général 3 consultations, donc beaucoup d'efforts de la part de cette équipe paramédicale. L'assistante sociale qui a vu 1/5 des patients. On a essayé maintenant d'impliquer un psychologue qu'on a dans le service on va essayer de voir dans quelle mesure, et 60% des patients sont revenus à la consultation avec le psychiatre, ce qui montre que 40% ne voulaient pas revoir le psychiatre alors qu'ils revenaient voir les infirmières, ce qui est assez intéressant. Le relais de soins, puisque c'était notre objectif, alors un quart de ces patients qu'on a inclus ont été hospitalisés dans un deuxième temps, assez rapidement, en général, là encore, dans l'unité de crise, mais pas forcément. 18% n'ont pas du tout adhéré au dispositif, c'est-à-dire que sortis des urgences, alors qu'ils avaient bénéficié de la première visite d'inclusion, du safety planning, etc., malgré tout, ils sont parvenus. Sur les premières évaluations qu'on a faites sur 500 patients, plus de 400 patients, on pourrait identifier ces profils qui ne sont pas vraiment surprenants, des sujets qui sont venus pour des idées de suicide, qui souvent avaient des antécédents de TS, des sujets jeunes, très difficile à inclure dans les soins en général. Donc un profil borderline, mais je suis très prudent face à un diagnostic qui est largement surétabli. Mais enfin bon, on voit à peu près ce genre de profil de patients très instables, très impulsifs, qu'on a du mal à insérer dans les soins, et y compris avec ce dispositif. Et puis, un groupe intéressant de patients également qui avait tendance à ne pas adhérer, qui étaient les patients qui avaient fait une TS et qui avaient abusé d'alcool également pendant leur TS. Donc peut-être qu'on a aussi intérêt à être plus vigilant sur ce type de patients. Le relais, dans la majorité des cas, il a pu être passé après 1 mois simplement du dispositif, pour plus de la moitié des sujets, après 1 mois simplement. Donc on était loin des 12 semaines, mais pour une autre partie importante, un tiers, on allait jusqu'à 3 mois. Et pour cette évaluation, mais qui n'a aucune valeur scientifique, pour l'instant, on avait observé simplement 8% de ces patients qui faisaient une tentative de suicide pendant la prise en charge dans ce dispositif. Et pour terminer, donc nos perspectives. Donc vraiment, l'élément majeur, c'est que déjà, réfléchir à ça nous a permis de réenvisager le fonctionnement d'un service d'urgence psychiatrique, pour y installer déjà des propositions thérapeutiques qui ont montré leur efficacité. L'idée, c'est on va essayer de trouver des sous pour ça, parce qu'on a compris que les directeurs d'hôpitaux et les ARS avaient adopté le discours de la fin de l'abondance. Donc comment est-ce qu'on va essayer
pérenniser le dispositif, quand même le premier enjeu. Ensuite, élargir le dispositif aux patients qui sont déjà en suivi, mais de quelle façon? Peut-être pas tous. Comment essayer d'être plus en lien avec les psychiatres traitants quand ces patients ont un psychiatre traitant. Adapter, bien sûr, les horaires, mais c'est compliqué. On ne va pas faire du H24 non plus. Ça ne serait pas justifié. Voir ce type de patient... renforcer l'alliance avec un patient suicidant à 4 heures du mat', d'accord, que ça n'a aucun intérêt. Donc, comment essayer d'être plus présent, parce que quand même, on rate un quart de ces patients qui viennent hors des horaires. Poursuivre l'ouverture sur le territoire, et notamment pour les relais avec, et c'est lié au dernier point, avec les associations qui luttent contre l'isolement social et la solitude, et que l'on a beaucoup de difficultés à instaurer, à pouvoir embarquer avec nous pour la prise en charge de ces patients. Peut-être parce qu'on est prescripteurs médicaux, ou peut-être parce que ce sont des patients au risque suicidaire, mais enfin, toutes les associations, et elles ne manquent pas, ont du mal à... ne souhaitent pas répondre à cette demande qui pourtant paraît être extrêmement importante. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Courtet. Alors, on prendra les questions après, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... Merci pour cette présentation. Merci pour ce que vous avez fait à Montpellier. On est dans une démarche un peu similaire à Bordeaux de réflexion. Et en fait, ce que je retiens que vous venez de nous présenter en détail, c'est qu'actuellement, effectivement, aux urgences psychiatriques, je l'ai dit hier matin en ouvrant le congrès, ça déborde. On n'a jamais autant travaillé. On va battre tous les scores, nous, ici... à Bordeaux, avec une augmentation à 2 chiffres. Dans la salle, il y a un des cadres, M. Mendes, et un des médecins, là, le docteur Burter. On n'a pas pu libérer plus de l'équipe, malheureusement, parce qu'on est en sous-effectif, et qu'à un moment donné, il faut qu'on essaye de redonner du sens aussi. De redonner du sens à ce travail au quotidien aux urgences, et de ne plus être dans ce que vous dites, qui est juste une gare de triage, où finalement, c'est hospitalisation oui, non, contrainte oui, non, et ça ressort. Et j'en discutais hier soir avec le responsable du CECOP, qui est le docteur Koularis, et qui regrette de ne pas être là. Et il me disait, mais les patients reviennent. Et on est en train de se poser la question, effectivement. Et l'autre soir, quand on discutait de vigilance du 31-14, j'en étais à me dire, mais en début de semaine aussi, on a vu en début de semaine l'équipe de Rennes, l'équipe de Lyon, du CPOA, on discutait plateforme téléphonique, Psy Île-de-France, Live, Nous Questions Psy, etc. Et on se disait, et à Rennes, il commence à téléphoner au sortir des urgences aussi des autres patients pour savoir ce que les autres aussi deviennent finalement. Donc là, c'est tout un grand débat. Mais en tous les cas, merci pour cette initiative vraiment, merci de nous amener. Je pense que voilà, il faut vraiment redonner du sens à ce travail d'urgentiste si on a envie aussi que les collègues restent aux urgences. Parce que sinon, demain, je ne sais pas comment on gérera les urgences en psychiatrie. On parle beaucoup des urgences générales, on parle peu des urgences psychiatriques. Nous, à Bordeaux, on n'est pas au sein de l'hôpital général, du CHU. Donc, vraiment un grand merci. Excusez-moi pour cette petite intervention longue, mais je pense qu'il faut même pointer dans la mission Brown, on a beaucoup parlé des urgences générales, etc. Et je pense que notre ministre aussi devrait s'intéresser à ce qui se passe en psychiatrie.